Jean-Louis Maigran, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé Mille Vaches pour faire cette interview. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes tombé sur une vidéo qu'on a fait à propos d'une exposition sur l'Algérie. Oui, tout à fait. Et donc, ça vous a créé une réaction. Est-ce que vous pouvez raconter déjà Oui, je reçois cette vidéo parce que j'ai un fils qui habite dans le coin, ici, en Corrèze. Et donc, je suis de loin un petit peu ce qui se passe. Et sur cette vidéo, je tombe sur une expression de deux visiteurs pieds noirs à Limoges devant une exposition et qui disent bah, en Algérie, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien, sauf des Arabes et des Juifs. Et ça m'a choqué énormément. Et donc j'ai eu le besoin de vous écrire et de vous dire voilà, moi je suis pied noir aussi, mais je n'ai pas du tout cette façon de voir les choses. Et donc si ça vous intéresse, je peux en parler. Voilà. Eh ben, allez-y, alors, est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire? Oui, alors il se trouve que en 2022, Mediapart, dont je suis le blog de temps en temps, pareil, hein, lance un appel à témoignages de toutes sortes de gens qui ont vécu en Algérie, la guerre d'Algérie en particulier, qu'ils soient FLN, OAS, pieds noirs, musulmans, algériens, etc., 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 etc. Et donc, tous ces gens-là étaient invités à raconter de façon personnelle quelques souvenirs, et ils nous donnaient 2 points, le courage et l'amitié, je crois, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, je leur ai répondu, ça les a intéressés, ça a été publié sur le blog, avec quelques messages qui ont suivi mon propre document. Mais ça a réveillé en moi un petit peu le désir de comprendre ce qui s'était passé. Et la question que je me suis posée après ça, je me suis dit, mais comment se fait-il que une Toulousaine et un Ardéchois se retrouvent en Algérie, fondent leur propre famille là-bas et deviennent colons, ce qu'étaient mes parents. Voilà, et donc j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on leur avait promis, pourquoi ils avaient, eux, de façon personnelle, décidé de partir. Je n'ai pas su tout, puisque mes parents sont morts, mais voilà, j'en sais des bribes. Comment se fait-il qu'on leur ait proposé d'aller là-bas? Qu'est-ce qu'on leur a fait miroiter? Et puis ensuite, dans l'étape d'après, c'est bien sûr, au-delà de mon histoire familiale, qu'est-ce qui s'est passé pour que des gens d'Europe débarquent en Algérie? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Voilà. Donc, eux, ils sont arrivés en quelle année? Alors, mon grand-père, côté paternel, mon grand-père est arrivé en 1908-12. Alors, ça a été compliqué parce qu'il a fait un premier voyage, puis il est revenu en arrière, etc. Mais en gros, il a eu sa concession dans les années 1912. Ça, c'est des documents que j'ai trouvés à Marseille, à Aix-en-Provence, pardon, en faisant quelques petites recherches déjà à l'époque. Voilà, côté de ma mère, ils sont arrivés une génération avant. Le frère du père de ma mère avait été soldat de la conquête. Et à l'époque de Bugeaud, qui était partisan de soldats colons, il avait bénéficié, semble-t-il, mais j'ai pas de preuves, mais c'est certainement ce qui se raconte, les bribes que je récupère, c'est ça. Il a été attribué aux militaires qui voulaient rester en Algérie de devenir colons et on leur a donné une petite propriété. Voilà. Donc, Et lui, il a conquis l'Algérie, donc c'est en 1804. 1830, oui. Mais alors, juste pour comprendre, du coup, on donnait des concessions aux soldats, finalement. Oui, alors la première étape, ça a été plutôt ça. C'était le côté, vous avez conquis de haute lutte un territoire, eh bien, on vous en donne un morceau, si vous acceptez d'y rester, ça fait que la France va pouvoir dominer ce pays, y rester, y s'installer. Donc Ça, ça a été la période un peu des soldats colons. c'est un peu à la romaine, finalement, quoi. Ah, tout à fait à la romaine. Hmm. Bugeaud a beaucoup écrit, et notamment dans un bouquin qui s'appelle De l'épée et de la charrue. C'était exactement ça. D'ailleurs, lui, il n'aimait pas trop les colons qui sont arrivés par la suite. Il avait une très mauvaise... Bon, c'était quelqu'un, un hobereau de la région d'ailleurs, qui avait fait les guerres napoléoniennes, où il s'était montré particulièrement courageux, mais en même temps violent en Espagne, lorsque Napoléon a voulu filer le trône d'Espagne à son frère. Et donc, il a inventé, lui, en Espagne, carrément, le mot guérilla, qui est un mot d'origine espagnole, alors qu'on l'attribue, par exemple, aux musulmans. Bon. Et en Espagne, il raconte comment il a fait une guerre dure.
C'est le premier qui a osé bombarder, par exemple, des gens dans leur maison. C'est le premier aussi qui a poursuivi pied à pied les résistants espagnols, etc. Donc quand il revient en France, il est donc très vite officier. Il se fait cette réputation un peu de dur à cuire, etc., etc. Petit à petit, il devient député, enfin bref. Il est envoyé, il devient finalement maréchal après avoir servi Napoléon, avoir été mis un peu à l'écart, puis récupéré par la royauté lorsqu'elle revient au pouvoir. Et il finit gouverneur général de l'Algérie pendant plusieurs années. Et c'est là qu'il établit une première façon de voir les choses, à savoir des colons paysans, militaires, pardon. Ensuite, ça suffisait pas. Donc il a fallu penser à l'étape d'après. L'étape d'après, c'était faire venir des gens de France pour occuper ce pays. Puisqu'en fait, la colonisation, il y a eu 3 étapes. La première, c'est on va conquérir des terrains, par exemple en Inde ou en Amérique du Sud, pour récupérer le café, pour récupérer le chocolat, pour récupérer les épices en Inde. Mais on n'y reste pas vraiment, c'est juste un comptoir. Et puis on ramène des produits que l'on a récupérés là-bas, et on fait un échange. Deuxième étape, c'est, bon, ces pays, on va agrandir ce qu'on a conquis plus loin, là-bas, aux Antilles, par exemple. Et comme les Français ne supportent pas trop la chaleur, j'invente rien, ils l'écrivent, hein, eh ben on va récupérer des gens qui sont habitués à la chaleur, et par exemple des Africains, c'est le début du commerce de l'esclavage. On transporte ces gens très loin dans des territoires qu'on a acquis ailleurs, et c'est eux qui vont travailler pour nous. Troisième étape, entre-temps, Révolution française, les Anglais, eux, décident la fin de l'esclavage, parce que quand même, ça faisait un peu gros, moralement. Les Français ne le font pas tout de suite, le font ensuite, Première République, puis Napoléon rétablit l'esclavage. Mais enfin, on sent que c'est la fin de la période du circuit des esclaves africains, etc. Et on se dit, bon, finalement, on va essayer de trouver plus près. Et à ce moment-là, on va conquérir ce pays. On déclare qu'il est vide. C'est un peu, avant nous, il n'y avait rien. On déclare qu'il est vide et on va on va y transporter des gens qui vont, eux, travailler sur place, ou encore, étape ultérieure, qui vont faire travailler les indigènes sur place. C'était notamment ce qui s'est passé en Algérie et ce qui s'est beaucoup passé, par exemple, en Cochinchine, hein, puisque c'est à peu près l'époque d'après. C'est ce qui s'est passé aussi, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Hein, voilà. Mais alors du coup, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on leur a fait miroiter? Eh bien, souvent, c'était soit des paysans très pauvres, essentiellement du sud de la France, tout l'arc au-dessus de la Méditerranée, hein, de la Savoie jusqu'au Gers. On leur dit, ben, écoutez, voilà, on a des terres nouvelles, belles, etc. Si vous acceptez d'y aller, ben, on vous donne une petite propriété. Au début, c'était 14 hectares, puis c'est passé à 25, puis on les a aidés à agrandir, enfin bref. Il suffit que vous ayez un matériel de base, un tout petit peu d'argent. Nous, on vous transporte gratuitement. Vous pourrez venir une fois de temps en temps en France gratuitement aussi. Et là-bas, vous allez vous devenir propriétaire, riche, bien sûr. C'est la même période où il y a la ruée vers l'ouest en Amérique. D'ailleurs, j'ai trouvé des documents où on fait des contre-propagandes en Irlande, en Allemagne, pour essayer d'empêcher les gens de partir aux États-Unis, vers la rue et vers l'or, mais d'aller plutôt en Afrique du Nord. Voilà. Bon. Donc on promet à ces gens pauvres, et j'ai des documents là, que je peux montrer, où il y a des affiches spéciales pour les ouvriers français. Alors chez les ouvriers français, il y a plusieurs arrière-fonds. Le premier, c'est oui, on va vous donner une chance, vous allez pouvoir vous en sortir et enfin devenir vraiment propriétaire, etc. Et vous allez réussir une autre nouvelle vie. Ce qui était un peu derrière aussi, c'est beaucoup d'ouvriers, comme par hasard, des ouvriers qui se sont révoltés. 1830, 1848, après le coup d'État de Napoléon, il y a eu toute une vague d'ouvriers dont on voulait se débarrasser et qu'on envoyait dans les colonies. On disait même c'est la lie de l'Europe. Moi j'ai des textes de Bugeaud là très clairs, puisqu'il a beaucoup écrit ce monsieur. D'ailleurs beaucoup d'officiers de la conquête ont beaucoup écrit parce que ça les faisait mousser un petit peu. Ça les faisait, et ils sont d'ailleurs très vite montés en grade tous, et sont devenus des maréchaux, etc., des premiers ministres, des ministres des colonies, voilà. Donc on promettait richesse. En arrière-plan, bien sûr, ce que ne savaient pas ces pauvres gens, oui, il y a eu aussi des déportés politiques.
Ça a été la troisième période. Hein. Une partie de communards, 15 000 je crois, ont été débarqués en Algérie. Hein. Ça, c'est ceux qu'on laissait plutôt libres encore. On les envoyait ailleurs, mais enfin, ils étaient un peu maîtres de ce qu'ils allaient y faire. Il y a eu des communards qui ont bien sûr été déportés alors en Bagne, Nouvelle-Calédonie, etc. Chose étonnante, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, les déportés bagnards de la Commune de Paris retrouvent les déportés de Kabylie, par exemple. Hein, voilà. Oui, il y a des mosquées là-bas. Voilà. Et ils se retrouvent avec une histoire complètement inverse. Bref. Voilà. Et mais du coup, pour revenir à cette idée qu'il n'y avait rien en Algérie, c'est quand même le titre qui t'a choqué en premier. Oui, c'est ce titre qui m'a choqué. Qu'est-ce qu'il y avait alors en Algérie? Alors qu'il y avait, il y avait tout simplement un peuple qui n'était pas organisé tout à fait comme nous l'étions au moment où ça se passe, qui vivait plutôt en communauté, etc., mais qui avait le terrain, contrairement à ce qui est raconté dans l'histoire, le terrain n'était pas vide. Je t'ai porté là 2 ou 3 choses. Alors, ce qui est fou en plus, c'est que les militaires français, eux, ont cartographié. Hein. Là, c'est un truc que j'ai ramené de Marseille, où il y a eu une exposition sur cartographier un pays, notamment l'Algérie. Un document, alors tu ne le vois pas, bien sûr, mais pour dire en gros de 1846, où on sait pertinemment à qui appartiennent toutes les terres, par exemple. On sait qu'il y a des terres fixes, où les gens sont sédentaires. On sait aussi qu'il y a des terres où ils viennent paître à un certain moment de l'année, mais où ils repartent. Tout ça, ça a été noté par l'armée française, hein, qui a fait un énorme travail de répertorié. Enfin, ils ont tout répertorié. Donc, dire qu'il n'y avait personne et que les terres étaient vides et pas travaillées, c'est faux. En fait, c'est en termes politiques aussi, c'est-à-dire que c'était une province libre, si j'ai bien compris, de l'Empire ottoman. Oui, enfin, oui, qui était devenue libre, puisqu'en renversant par la conquête d'Alger le bey d'Alger, puis ensuite celui de Constantine, on prenait la place d'un morceau d'État turc et on installait un nouvel État qui était le nôtre. Oui, mais avec une période intermédiaire, puisqu'il y a même eu création d'un vrai État algérien par la France elle-même, pendant la conquête, par Bugeaud notamment et Clausel, je crois, où il signe un accord avec Abdelkader, en disant voilà, vous serez chef d'État de toute cette partie, nous ce qui nous intéresse, c'est le bord pour contrôler la Méditerranée et faire rivalité avec l'Angleterre. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là, parce que l'appétit vient en mangeant. Donc, petit à petit, on a voulu tout garder et on a éliminé Abdelkader. D'accord, donc pendant un moment, il y avait une sorte de protectorat de l'Empire ottoman encore, ou c'était carrément libre, complètement indépendant? Non, c'était pas libre, c'était un État. Il était considéré, il y a des écrits, déjà sous Louis XIV, on traite d'État à État avec la province d'Alger. Il y a eu des accords, y compris au début du 19e, pour que l'État d'Alger octroie des possibilités pour les pêcheurs français d'aller sur les côtes à tel endroit récupérer tel type de coquillage pour des raisons chimiques, etc., etc. Non, il y a eu des accords officiels. La plus belle raison, d'ailleurs, c'est que une des raisons, enfin, un des prétextes à l'intervention de la France en Algérie, il y en a eu 2. Le premier, c'était le fameux coup de soufflet qui avait été fait contre le consul de France. Donc il y avait un consul, donc il y avait un échange d'une reconnaissance d'État à État, mais ce consul se voyait reproché par les responsables de l'Algérie de l'époque, turcs, le B, en lui disant « Attendez, on vous a prêté des milliers de tonnes de blé pour les campagnes d'Italie et d'Égypte napoléonienne. Vous nous aviez promis de nous rembourser. À ce jour, vous n'avez pas tout remboursé. Charles X, d'ailleurs, succédant à Napoléon, etc., a dit « Moi, ça ne me regarde pas, j'en ai rien à foutre. » Voilà. Donc, d'où le B s'énerve en disant « Mais attendez, vous allez quand même finir par me payer. » Donc, il y avait déjà des reconnaissances d'État à État. Et l'Algérie avait déjà fourni à la France des tonnes et des tonnes de blé que la France n'avait pas à cette époque-là. Ce qui veut dire qu'elle était cultivée et qu'elle produisait un certain nombre de choses. Sauf que ce n'était pas le même système que nous. Et il y avait une propriété qui était partagée en... Il y avait plusieurs types de propriétés. Il y avait les propriétés de l'État, qui étaient le B. Donc c'était les forêts, les rivières, etc. Plus de grands domaines. Éventuellement, d'ailleurs, les meilleures terres. Ensuite, il y avait des propriétés à bout,
qui étaient des propriétés de type appartenant à des confréries religieuses et qui avaient un rôle important dans la société algérienne de l'époque. C'est qu'en cas de famine, etc., il y avait tout un rôle social de ces propriétés qui servait de caisse de résonance. C'est un peu la sécurité sociale, si tu veux. Hein. Bon, en gros, je simplifie vite, hein, mais dans ce que j'ai écrit, on le voit de plus en détail. Il y avait ensuite des propriétés qui étaient des propriétés plus ou moins collectives, communales. La commune gardait la terre, la propriété officielle, mais elles étaient prêtées, autorisées à travailler pour les gens qui le voulaient. Un peu comme le système médiéval avant la Révolution française. Voilà. Et puis en fait, il y avait une quatrième catégorie qui était plus proche de notre système à nous, qui n'était pas encore des propriétés avec des actes privés, etc., mais qui appartenaient à une famille ou à une tribu, et qui pouvaient s'échanger, se vendre sous réserve de l'accord de la tribu, qui pourraient même se transférer par héritage. Par exemple, dans le plan qui est là, ça apparaît. Il y a eu d'autres plans que celui-là, hein, ça c'est une photo que j'ai ramenée. Voilà. Et donc, comment la France a-t-elle pu dire que c'était vide? C'était un mensonge, évidemment. Donc, il fallait dire ça pour que ça paraisse normal d'aller occuper un terrain vide. Mais c'était c'est un peu ce qu'on dit en Palestine. Enfin bon, c'est une autre oui, histoire. oui, je voulais en parler tout à l'heure. Ouais. On retrouve tout à fait ce qui se passe en Palestine. On dit que ça n'y avait rien. En Cisjordanie notamment, ils font exactement la même chose. Donc alors, quand l'armée débarque, elle conquiert Alger immédiatement. Alger est réputé pour contenir un super trésor, le fameux trésor des Babaresques qui récupérait les bateaux qui passaient avec les marchandises, etc. Oui, il y a eu aussi une explication, un prétexte religieux. À savoir les Barbaresques d'Algérie capturaient des chrétiens et les tenaient en esclavage. Donc il fallait libérer et défendre la chrétienté. Ça, c'était beaucoup utilisé du temps des rois. Mais alors du coup, pour revenir à ton histoire plus familiale, alors voilà. En fait, tes parents se sont rencontrés là-bas? Oui, mes parents se sont connus là-bas. Alors c'était surtout à Alger finalement qu'il y avait des Français, non? Non. Enfin, la population européenne, notamment sur la fin, était essentiellement concentrée sur les grandes villes. Alger, Oran, Constantine. Mais pour recadrer sur mes parents, donc mon grand-père, je parle, c'est lui sur lequel j'ai les documents, moi, quelques-uns. Ce grand-père vivait pauvrement dans un petit village, Rocher, à côté d'Aubenas, en Ardèche. Arrive la séparation de l'Église et de l'État, 1905. Lui, il est pour. Dans ce petit village ultra-catholique, mais très petit, c'est de l'ordre de 150 habitants, il se sent très mal à l'aise, mis à l'index, etc. On le traite de rouge, alors que ça n'existait pas encore politiquement vraiment. Mais bon, c'est comme ça qu'on le traitait déjà à l'époque. Donc il est plus ou moins emmerdé, enfin il se sent mal. Et il se dit, putain, j'en ai ras-le-bol de ce pays, ils me font chier, je vais essayer de partir ailleurs. Il se trouve qu'à ce moment-là, ça, j'ai ce qui correspond exactement. Non, je ne l'ai pas là. Je vais te le montrer. Voilà. Affiché dans toute la France, par périodes successives, ce genre d'affiche. Colonisation, création et agrandissement de villages. Et il regarde ici en bas, je réinterprète, hein, mais c'est ce qui s'est passé sûrement, Martin Pré, agrandissement du village colonial. Il se dit, tiens, pourquoi pas aller là? Pourquoi Martin Pré? Alors probablement parce qu'il avait entendu parler, parce qu'il y avait beaucoup d'Ardéchois dans ce village, avant lui déjà. Bref, il décide de ça s'appelait une soumission. C'est-à-dire, il écrit au gouvernement, à l'État français en disant, voilà, je soumets ma candidature pour partir en Algérie. Ça va durer quand même un certain temps, plusieurs années. Lui, pendant ce temps-là, il se marie en France. Mais sa femme décède, sa première femme. Donc, au moment où il arrive la décision, où on lui octroie vraiment la concession, il part là-bas, mais tout seul avec deux gosses, 3 gosses, dont mon père, donc. Il se dit, putain... Alors, il réécrit et il dit, écoutez, je suis désolé, je reviens pour essayer de me marier et je rejoindrai vraiment ma concession. Parce qu'ils avaient obligation, une fois la concession accordée, d'y aller très vite. Et de s'y installer vraiment et de la travailler. Ça, c'était la version du départ, hein, originelle. Ça a changé par la suite. Donc, il fait venir en Algérie.
la sœur de sa femme décédée pour l'aider à élever les enfants. Bien évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'il va vivre avec elle. Et donc, il va fonder cette deuxième famille en Algérie, dans ce village de Martinpré, qui s'appelait autrefois Ain Hdid, et dont les terres ont été séquestrées, confisquées aux tribus qui étaient là. Il était intéressant ce village parce qu'il y avait de l'eau, et en bas de ce début de plaine, il y avait des terres qui étaient assez bonnes. Il y a la définition, il y a comment, pourquoi on a établi ça, etc. Ça, j'ai les documents officiels de l'armée française. Donc, il atterrit dans ce village, il s'installe. Par la suite, il y a eu des lois qui ont permis de s'agrandir. Alors, au début, il a eu, je crois, 14 hectares, je crois que c'est ça. 14 hectares et quelques, ou 24 hectares et quelques, il y a plusieurs moments. Ensuite, on autorise les colons en place, parce que ça n'a pas fonctionné très bien. Beaucoup de difficultés. Les terres qu'on leur attribuait n'étaient pas forcément les bonnes terres qui étaient attribuées à d'autres. Hein. Et donc, il peut s'agrandir. Il a plusieurs enfants. Arrive le moment du choix, du partage, je ne sais pas comment tu peux appeler ça. Mon père se fâche avec son père. Il dit, bon, si c'est comme ça, moi, je n'ai plus envie de travailler pour toi. Je vais m'installer à mon compte. Et il achète une concession. C'est-à-dire, mon grand-père l'avait eu gratuite. C'était agrandi certaines fois gratuitement, puis ensuite probablement financièrement. Mon père, lui, et ma mère, donc, font un emprunt au Crédit Agricole de là-bas et achètent une concession. Hein. Alors la concession, c'est 224 hectares, plus un peu de forêt. Alors après, autre chose qui est important à dire. Les hectares, selon les régions, ne veulent pas dire grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que c'est de la bonne terre? Est-ce que c'est arrosable vraiment? Est-ce qu'elle est cultivable? Est-ce qu'elle est fertile, etc. Bon. Oui, parce que 500 hectares dans le Sahara, c'est pas très intéressant. Voilà. Alors, la ferme de mes parents donc, se situe à la lisière saharienne. Donc, moi, je me rappelle, enfant, voir passer des caravanes de chameaux devant la ferme. À mon époque, ensuite, probablement, ils transportaient autre chose, parce que c'était déjà la guerre d'Algérie, la guerre finale, officielle, d'Algérie. Ça, je me rappelle très bien. La nuit, par les fenêtres, on voyait passer les chameaux. Bref, donc on est à la lisière saharienne. Eh ben, c'est de la terre, c'est du sable et des cailloux, plus un bout de forêt. C'est la forêt qui va sauver l'entreprise de mes parents. Ils vont transformer, couper les bois, ils vont faire du charbon. Avec ce charbon, ils vont le vendre par charrette jusqu'à Mascara, puis ensuite jusqu'à Oran, en ville donc. Avec cet argent-là, alors ils vont faire aussi un second prêt pour le matériel et la construction d'une maison, d'une ferme. Et donc, ils vont s'en sortir grâce à ça, donc je disais. Et ce charbon, en même temps qu'ils défrichent, ça leur donne des terres un petit peu plus arables, si on peut dire, puisqu'il y a la mousse, la forêt, etc. C'est une terre un peu plus riche que ce qu'il y avait au départ. Voilà. Donc, ils vont travailler. Ils vont pas travailler seuls. Ils vont avoir, dès le départ, un couple d'Algériens. Enfin, lui était d'origine marocaine et puis une femme algérienne. Morsli et Rbea, qui vont travailler avec eux toute leur vie de colons, à part l'interruption de la guerre, où la ferme va être... mon père étant mobilisé, s'en va, ma mère ne peut pas rester toute seule avec les enfants, donc la ferme s'arrête, elle est louée à quelqu'un qui va la travailler, ils la reprennent au retour de guerre, voilà. Et ils reprennent le même couple algérien, et c'est avec ce couple algérien que j'ai grandi, et avec qui j'ai des liens, je peux dire, familiaux. Tu es né quand, du coup? Moi, je suis né en 1946. Dans la ferme? Au retour de... Non, je suis né à Mascara. Parce que là, déjà, il y avait une clinique. Et donc, je suis né à la clinique. Voilà. Mon frère aîné est né à la maison. Le second est né aussi dans une clinique. Voilà. Et donc, en 1946, tu es né. Il y a déjà un bombardement. Je crois qu'il y a déjà un massacre à Sétif qui a eu lieu. Oui, alors, mais moi, ça, j'ai jamais su. Oui. Je l'ai su en arrivant en France. Je l'ai su quand j'ai commencé à étudier un peu. J'ai fait des études d'histoire que j'ai commencé, que j'ai jamais fini, mais que peut-être je vais reprendre maintenant. Bref, en 1946, effectivement, il y a le grand massacre de 1946 où les Algériens fêtent, puisqu'ils ont participé à la libération de la France en nombre énorme et en victimes aussi, ils fêtent la victoire de la France sur l'Allemagne, mais en même temps, ils réclament la reconnaissance du peuple algérien, une égalité, etc. Ils n'en sont pas encore tout à fait complètement à l'indépendance tous, mais c'est en tout cas une égalité sociale, économique réelle.
qu'ils ne vont pas obtenir, puisqu'il va y avoir un massacre de beaucoup d'Algériens, de quelques Européens bien sûr aussi. Voilà, 46 à mon avis, ça a été la grande rupture. C'est là où c'était définitif, en tout cas pour les Algériens qui n'avaient rien à tirer de la colonisation française en tant qu'accord d'égalité. Alors, c'est une enfance heureuse? Oui, moi je crois que... Enfin, oui, oui. Le souvenir que j'ai, moi, c'est une enfance heureuse. Même si j'ai vu des choses pas très belles, des fermes brûlées, par exemple, par le FLN. Mais ça, c'est plus tard. Tu as quel âge Oui, quand ça commence? ça c'est 54, 55, j'avais 10 ans. Ouais. Voilà, ça j'ai vu. J'ai vu sur le stade de Palikao, qui est un autre village où j'ai, moi, été gardé par un couple parents pour pouvoir aller à l'école, puisque dans le village de Martin-Pré, à l'époque, il n'y avait pas une école. Bon, bref. Là, j'ai vu, par exemple, les trucs horribles de la guerre, c'est ce que j'ai vu. C'est, par exemple, des Algériens abattus et qu'on mettait sur le stade, gonflés au soleil, pour effaroucher tout le monde. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Voilà. J'ai vu quelques attentats contre des Européens du village où j'étais élève. Mais je n'ai pas, si tu veux, dans le secteur de la ferme de mes parents, qui était très loin en fait, je te dis, c'était la lisière saharienne, bon, on a pas vécu vraiment ça. Moi, j'ai pas vécu ça dans cette zone-là. On a toujours, moi je partais toutes les vacances, je partais à la ferme, je vivais avec les Algériens, c'était comme ma famille, comme mon second papa, etc. Donc, Mais alors, qu'est-ce qui se dit l'enfant? qu'est-ce qui se dit l'enfant? Ouais. Est-ce qu'il se dit, Humainement, c'est un énorme gâchis. Politiquement, c'était tout à fait justifié que les Algériens se battent pour leur indépendance, pour récupérer leurs terres, leurs biens, leur culture, etc. Mais humainement, pour moi, c'est douloureux, mais c'est pas le plus douloureux parce que ça, on a encore des liens avec eux. On est allé avec ma femme après mon mariage, avec nos enfants aussi, pour leur rencontrer ces Algériens avec qui j'avais vécu. mais est-ce que l'enfant, à un moment donné, on le traite de sale français, par exemple? Non, moi, j'ai pas vécu ça. Je sais que plutôt certains de mes copains traitaient les Arabes d'Arabes. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est surtout ce que j'écris pour Mediapart, cette espèce de double vie. Et je cite le cas de ma mère parce que c'était une histoire intime. Hein. Ma mère, qui est une personne hyper douce, comme je dis dans mon texte, elle avait eu que 3 garçons. Elle voulait absolument une fille, parce que la fille, à cette époque-là, c'était la continuité, c'était quand on sera vieux, c'est la fille qui s'occupait de nous. Elle voulait absolument une fille. Elle avait adopté, dans les années 53, 54, elle voulait adopter une jeune fille qui vivait autour de la ferme chez nous. Et c'était quasiment fait, sauf qu'en 54, 55, l'armée nous oblige à quitter les campagnes et à se rapatrier au village. Donc la vie rurale disparaît, mes frères ne vont que travailler le jour et revenir le soir. Voilà. Et donc cette histoire de sœurs algériennes, ben, ça n'a jamais été finalisé. Donc mon souci, enfin, mon gros trouble, c'est comment des gens qui ont vécu comme ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire une vie intime avec les Algériens, parce qu'il y avait plusieurs types de colons aussi. Ce serait très compliqué de tout expliquer. Il y avait des gros colons, il y avait des sociétés de colons, il y avait des sociétés privées suisses, belges, allemandes qui possédaient des milliers d'hectares également, des sociétés françaises, des banques françaises, Crédit Agricole, Société Générale, elles étaient déjà installées dès le départ, très très vite, parce que ça les intéressait beaucoup, notamment par rapport à Marseille et à Bordeaux, hein, pour le commerce. Et donc voilà, moi comment mes parents et ma mère en particulier, a pu être vivre à la fois cette histoire commune et en même temps rester avec au fond, un vrai fond raciste, quoi. D'où ça venait, pourquoi, comment. Dans ma propre famille, par exemple, une sœur de mon père a épousé un ouvrier, premier problème, et un ouvrier agricole espagnol. Et ça, moi, je me souviens très bien qu'il y a eu des discussions dans la famille, qu'ils ont été mis un petit peu à l'écart, à la fois de la famille, de l'héritage, etc. Et pourtant,
c'est les gens qui nous ont les plus hébergés. Quand moi j'étais tout seul, que mes parents étaient à la ferme, eux aussi m'ont hébergé pendant un certain temps, etc. C'était les plus proches de la famille, c'était eux, à l'intérieur de la famille. Et pourtant, elle était mariée avec un Espagnol. Mais comment est-ce qu'en ayant des parents, comme tu dis, racistes, d'une certaine manière, oui, toi, en tant qu'enfant, tu sentais quelque chose par rapport aux Algériens? Tu sentais qu'il y avait une injustice ou pas? non, honnêtement, non. J'ai compris ça plus tard. Mais tu n'étais pas Moi, raciste? j'avais 14 ans, 15 ans. Non, je n'ai jamais traité mes copains arabes de racistes. Non. Pour moi, personnellement, dans ma région, dans mon petit coin à moi, le problème pour moi ne s'est pas passé. Je sais qu'il se passait pour des Européens qui avaient mon âge et qui vivaient dans un milieu, par exemple, les surprises parties entre blancs, si je veux dire. Moi, j'ai jamais été invité, par exemple. Et à vrai dire, ça ne m'a pas intéressé, mais je ne sais pas si c'était idéologique, ce choix, ou pas. J'en sais rien. Aujourd'hui, je me dis peut-être qu'au fond, il y avait un début de quelque chose. Mais je sais que moi, je n'y étais pas invité. C'était le fils du juge, le fils des grands propriétaires, qui se retrouvaient les premières surprises parties. Moi, j'avais pas de tourne-disque, j'avais pas de disque. Enfin, tu vois, il y avait toute une ségrégation économique, y compris entre les colons eux-mêmes. Bien sûr. Alors, on n'a pas abordé le problème des Juifs, mais c'est pareil. Les Juifs, moi, je vais te dire un truc très intime. Quand je charriais ma mère et je lui disais, mais juif, mais Jésus était juif. Elle me dit, mais c'est pas possible. Mais n'importe quoi, tu me racontes n'importe, tu me mens, c'est pas possible. Ou si je lui disais, par exemple, la femme d'Arafat était chrétienne, ben c'est pas possible. Un chrétien avec Arafat, c'est pas possible. Tu vois, il y avait cette espèce d'incapacité de dépasser un a priori qui était ancré là-dedans. Parce que c'est de l'antisémitisme, ça. Oui, il y avait, là, il y a eu il y a eu des pogroms antisémites en Algérie. Et c'est pour ça que je voudrais répondre un petit peu au gars là qui a fait la conférence, si tu permets, si c'est possible, j'en sais rien. Après, t'en fais ce que tu veux, c'est pas le problème. Mais il y a eu des pogroms antisémites. La loi Crémieux, votée en France, n'a pas été forcément bien acceptée par le colonnat. Il faudrait faire de la différence entre les pingouins, petits colons, pauvres Marseillais ou Gersois qui arrivent là et qui sont perdus un peu dans cette histoire. Alors, il faut voir aussi, nous, on n'avait pas de journaux, on n'avait pas de radio. Juste à la fin, on a eu un poste radio par mon père. Mes parents ne lisaient pas le journal. Tu vois, il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Tu n'avais pas le téléphone. Donc, je pense que même mes parents, n'ont pas su tout ce qui s'était passé. Après, j'ai fait un autre... Bon, là, je m'éloigne un peu peut-être, mais j'ai fait un autre travail que je t'ai porté. Je voudrais te montrer. J'ai récupéré chez mes beaux-parents, les parents d'Hélène, qui sont français de France, si on peut dire, dans l'Aude. J'ai récupéré des vieux bouquins de mes beaux-parents, du grand-père, etc. Certains étaient un peu les mêmes que moi j'ai eu en Algérie. Ceux d'Hélène, par exemple, étaient quasiment les mêmes. Hein. On a les mêmes images dans la tête, etc. Et je peux te lire juste deux choses. Les deux premiers que j'ai trouvés, enfin, c'est... Alors attends, celui du beau-père. Voilà, Antoine Moulis, habitant la Dîne d'Amont, cours élémentaire, de 8 à 10 ans. Alors, par exemple, berbères et arabes en Afrique. La conquête de l'Algérie a eu lieu. Hein, donc il est né en 24, je crois. Alors mettons, c'est dans les années 34. C'est à l'apogée, si tu veux, du système colonial français. Après, il commence à y avoir les luttes autonomistes, indépendantistes, etc. On dit par exemple les Berbères. Les Berbères sont les plus anciens habitants de l'Atlas. À côté des Arabes, qui sont surtout pasteurs, les Berbères sont plutôt agriculteurs. Sous le nom de Kabyles, ce sont les Auvergnats de l'Algérie. Ils habitent surtout la montagne. Les Arabes, ce qui n'était pas complètement faux, ça. À côté, tu as les Arabes, vivent surtout dans la plaine et sur le plateau. Nombre d'entre eux sont nomades, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de demeure fixe, ce qui était en partie complètement faux. Ils vivent sous des tentes et errent au loin avec leurs troupeaux. C'était la transhumance. Hein, chez nous, on ne dit pas, le mec, il n'a pas de maison, on dit, il transhume. Bon. Ils nous sont donc moins utiles que les Berbères, dont beaucoup s'emploient chez les colons français. Ça c'est ce qu'on lit mon beau-père à l'âge de 7-8 ans. Tu vois ? Et alors, la belle-mère, c'est pareil. Alors, la belle-mère, alors, il y a un peu plus de détails, parce que
parce qu'elle, elle est dans une école publique. Ça, c'était dans une école privée, mon beau-père, à Limoux, hein, où il y avait une forte implantation d'écoles privées. Voilà. Après, dans l'histoire de ma belle-mère, attends, je voudrais le trouver. Mais c'est du même acabit. Attends, je le trouve plus, je suis un peu ému là. Adrienne Seigné, voilà. Alors Adrienne Seigné, il faudrait lire tout ça. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus détaillé dans la partie, conquête de l'Algérie que l'école privée. L'école privée insiste sur le côté religieux aussi, qui n'est pas le cas de l'école laïque à ce moment-là. Je te lis juste un passage, par exemple. La France est une grande puissance coloniale. Notre empire colonial, 20 fois grand comme la France, est peuplé de 50 millions d'habitants. En 1914, la France faisait avec ses colonies un commerce annuel de 2 milliards de francs. Pendant la Grande Guerre, 500 000 indigènes sont venus combattre sous nos drapeaux. C'est ceux qui ensuite retournent en 1946 et se font mitrailler à Sétif. Hein. Enfin, en simplifiant un peu. La France a su faire oublier aux populations conquises la violence de la conquête. C'est le seul endroit dans les bouquins que j'ai feuilletés où on parle de la violence de la conquête. Après, les Arabes sont des guerriers valeureux, etc. Mais nous, les Français, grâce à Bugeaud, nous sommes les plus forts, nous avons vaincu, donc médailles et compagnie. Partout où elle assurait l'ordre, ouvert des écoles, des dispensaires, créé des ports, des routes, des chemins. C'est le roman national. Hein, voilà. Mais il y a pire que ça, je ne le retrouve pas là, mais... Et je voudrais te retrouver, alors, le livre de géographie de mon beau-père, parce que lui, c'est là où tu trouves les choses les plus simples. Alors, il y a les différentes colonies, telles que ce que je t'ai dit un peu tout à l'heure, hein, les différentes étapes. Et là, par exemple, utilité des colonies. Alors ça, c'est ce que l'on enseigne. Alors, 24, là, il est en cours élémentaire, donc il doit avoir 8-9 ans. Les colonies sont très utiles à un pays. Elles favorisent son industrie en lui procurant des matières premières qu'il ne possède pas. Elle développe son commerce en lui ouvrant des débouchés pour ses produits manufacturés. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les chambres de commerce marseillaises et compagnie. Elles lui servent de point d'appui et de relâche pour sa marine, parce que ça, c'est très important. La conquête de l'Algérie était une façon de conquérir des bords de Méditerranée, Napoléon l'Égypte, ensuite Napoléon III l'Algérie, etc., pour contrecarrer les Anglais. Quand il y a l'ouverture passage Suez, ça devient encore plus intéressant. Hein. Bon, on a fait la même chose en Inde, hein, mais bref. Alors, elles sont une extension de la patrie pour l'excédent de sa population. Hein. Alors là, on ne traite pas la population de lits, etc., mais c'est quand même une idée. Elles procurent de bonnes recrues à ses armées. Dans certains documents, on dit ça a permis à notre armée de s'entraîner, d'inventer de nouvelles méthodes, etc., etc., etc. Et enfin, elles augmentent son influence morale et politique. Ça, c'est ce qu'on apprend à un petit garçon en France, à Limoux, à cette époque-là. Je t'en passe des meilleurs, parce qu'il y en a vraiment des meilleurs, les types de population et tout, c'est assez dingue. Et moi, j'aimerais revenir Alors sur... reviens, oui, parce que moi, je m'égare. Non, non, mais je voudrais juste revenir sur la valise ou la mort. Là? Je ne sais plus quel était le slogan là, qui disait à la libération de l'Algérie. C'était Ah, la le valise cercueil. le cercueil, Le cercueil ou la mort. Alors ça, c'est un slogan qui est... Le cercueil ou la mort? Non, c'est pas ça. Ou la valise ou le cercueil, pardon. La valise ou le cercueil. La valise ou le cercueil. Ça, c'était le slogan qui est apparu sur la fin de la guerre d'Algérie, la période officielle de la guerre d'Algérie, tel qu'on le dit, notamment propulsé par la partie Algérie française, et notamment par l'OAS, et notamment dans la région oranaise, où la région oranaise, il y avait une forte population d'origine espagnole, et paradoxalement, c'est ceux qui ont été... Enfin, moi, c'est ce que je lis aujourd'hui. Je ne suis pas historien, je ne suis pas capable d'analyser complètement tout, mais par rapport à Alger, qui était plus libéral, entre guillemets, Oran, c'était parti de gens plus modestes, des gens plus modestes qui avaient réussi pour certains à faire quand même une meilleure situation que de là où ils étaient partis, et qui tout d'un coup se retrouvent en menace d'être dépossédés du petit ou du gros qu'ils avaient acquis, etc. Tu vois, je pense que psychologiquement, c'est ce qui s'est passé. Oui, parce que c'est les Algériens qui leur disaient ça. Ah non, ça c'est un slogan qui a été diffusé par les partisans de l'Algérie française qui disaient, voilà, si on part pas maintenant, ben vous crèverez là. Hein. Ce qui est un retournement de situation, parce que jusqu'au dernier moment, l'OAS voulait que les pieds noirs restent. Et puis quand les pieds noirs la panique a pris corps, tout le monde est parti. Ah d'accord. Voilà. Enfin bon, c'est plus compliqué que ça encore, mais
La valise de le cercueil, c'est pas un truc algérien. Moi, je l'ai jamais lu, ni entendu, ni compris. Non. D'accord, ok. C'était si on part pas maintenant, On va mourir. on va être assassiné par le FLN. Et alors, qu'est-ce qui se dit l'enfant à ce moment-là? Il doit doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Je me souviens quand on est parti, la dernière fois où j'ai quitté le village où j'avais grandi pour mes études, c'était un déchirement, oui, ça c'est sûr. Ouais. En même temps, quand j'arrive en France, c'est une libération. Ah. Parce qu'en France, je peux sortir, je peux fréquenter les filles, je peux aller au cinéma, je suis dans une famille d'accueil qui est une partie de ma famille, mais je suis quand même en résidence d'accueil, si je puis dire, pendant au moins une année, avant d'avoir mes parents qui reviennent eux-mêmes. Pour moi, c'était... Tu vois, j'ai très vite oublié la tristesse du départ. Ce n'est qu'après, lorsque nous sommes mariés et que nous sommes retournés là-bas, que j'ai compris que c'était le pays que j'avais quitté. Bah, ton pays, en fait, d'une certaine Oui. manière. Oui. Mon pays de cœur. Bah, ton pays de naissance, quoi. Plus que de naissance, oui. Naissance, tu peux naître n'importe où. Bah, en même temps, le mot nation, étymologiquement, fait référence à la naissance. La nation, Oui. c'est l'endroit où on est né. Oui. Oui. Et du coup, Théoriquement, on aurait pu avoir certains pieds noirs, ce qu'il aurait demandé dans les accords d'Évian, la double nationalité. Mais le FLN a très vite bloqué. Il ne voulait absolument pas que reste quoi que ce soit de la trace européenne. Et Ce qui n'a pas été le cas tout de suite, puisque certains sont restés. Et alors ça, justement, c'est vraiment la douleur que j'entends lorsque on a filmé ces personnes qui faisaient l'exposition sur l'Algérie, Oui. ou que d'autres documentaires que j'ai vus. Il y a vraiment cette douleur des pieds noirs. Oui. Est-ce que tu peux en parler de ça? Oui, je peux en parler au moment où j'y retourne. C'est là que je ressens ça. Puisque moi, ma vie, si tu veux, de grand adolescent et d'adulte, elle s'est faite à Limoux. Elle s'est faite... Mais tes parents? Mes parents, on n'en a jamais parlé. Mon père est mort déjà en Algérie, donc avant l'indépendance. Ma mère y est restée 1 an après l'indépendance pour finir de récolter, etc., où ça s'est passé sans problème pour elle. Elle était, je pense, aussi protégée par les Algériens dont je t'ai parlé. Parce que ça aussi, j'aimerais le dire. Non, moi, j'ai pleuré en quittant mon village, mais comme quand tu quittes, je sais pas, moi, un adolescent qui quitte le village où il a grandi, où il y avait des copains, etc. Voilà. Mais j'ai pas pleuré idéologiquement, si tu veux. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est après que je m'aperçois qu'il y a eu un énorme gâchis, même si la colonisation, c'était la pire espèce des choses, et tout, mais quand même, il y a eu un énorme gâchis humain, quoi. Alors, moi, je ne sais pas quel est le pourcentage de pieds noirs ou descendants de pieds noirs, parce que l'histoire se transmet, en plus, la névrose se transmet de l'exil, etc. Oui. C'est ce qu'il nous disait, d'ailleurs, le cercle algérianiste. Mais je ne sais pas quel est le pourcentage, mais ils sont très massivement Front National, Rassemblement National, les pieds noirs. C'est étonnant, c'est que la plupart, une grande majorité d'entre eux, quand même, étaient des paysans pauvres, de régions plutôt d'opposition en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en est débarrassé. Il y avait tous ceux qui avaient participé à toutes les révolutions parisiennes, etc. Tout cela, on les a débarqués dans les colonies, au maximum, et c'est dit clairement dans tous les textes officiels, même Napoléon lui-même le dit encore. Donc ces gens-là sont partis en étant plutôt, si on parlait comme aujourd'hui, plutôt à gauche. Ils deviennent propriétaires. Et petit à petit, ils deviennent conservateurs de ce qu'ils ont acquis, sans se poser de questions sur d'où ça venait, en fait, parce que je pense que même mon grand-père lui-même, quand on lui a donné cette proposition d'aller en Algérie et d'avoir ces hectares-là, il ne s'est pas posé la question de savoir mais à qui c'était. Lui, il s'est dit, oh putain, je vais avoir une petite propriété un peu plus grande qu'à Aubenas, j'y vais. Et puis en plus, il en avait ras-le-bol. Donc voilà. Après... Le niveau de vie des gens, tous les historiens le disent, le niveau de vie moyen des pieds noirs, c'est 1/3 inférieur au niveau moyen des Français de l'époque contemporaine, je parle. Hein, tu vois. Donc, est-ce que tous votent Front National? J'en suis pas sûr. Non, pas tous, mais... Sauf que
l'Algérie française, ancêtre du Front National, dont il y avait déjà Le Pen à l'époque, le père, a pris leur défense pour d'autres motifs. Oui, mais c'est ça, donc il y a une partie. Donc il y a cette reconnaissance. On voulait à De Gaulle, qui lui, par contre, a trompé sciemment la population pied-noire, en disant quelque chose, en disant Algérie française, par exemple, parce qu'il a fini par le dire, et en faisant quelques années plus tard exactement l'inverse. Il avait raison, enfin, personnellement, je pense qu'il avait raison politiquement. Humainement, c'est un salaud, puisqu'il a dit une chose en promettant pour arriver au pouvoir, et qu'une fois arrivé au pouvoir, sans aucune explication, sans rien dire, sans rien reconnaître, il dit exactement l'inverse, parce qu'il trouve que ça commence à le faire chier, cette histoire, et que, voilà. Mais du coup, en fait, l'OAS, Oui. pour le coup, donc Oui. le groupe de résistants, enfin, Oui. le groupe terroriste, on va dire, je sais pas comment l'appeler, Organisation lutte, d'armée secrète, voilà, c'est ça. qui se proposait de résister à l'abandon de l'Algérie française et de quitter d'une certaine façon l'Algérie française, tout en se réclamant de la France, de quitter la France pour faire un État autonome français d'Algérie. Voilà, mais ça, c'est quand même une minorité. Quand ils arrivent en France, les pieds noirs, Oui. ils sont pas tout de suite. Enfin, le Front National n'existe même pas encore. Il va être créé le Front National par un nostalgique de l'Algérie française et par d'anciens nazis accessoirement. Oui. Et c'est peu à peu, j'ai l'impression, hein, je suis pas spécialiste de la question, donc j'ai l'impression que c'est peu à peu finalement que les pieds noirs et descendants de pieds noirs vont se mettre à voter Front National puis Rassemblement National. Dans cette idée, peut-être qu'on peut parler du cercle algérianiste du coup maintenant, Oui, par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est une association d'histoire, mais qui est clairement positionnée à l'extrême droite, Oui. qui fait des communiqués de presse, qui est financée par le maire de Perpignan, qui est lui-même d'extrême droite. Oui. C'est Et qui est pied noir en partie. Et qui est pied noir lui aussi, donc c'est un peu ce qu'on a voulu dire à l'époque de cette brève qu'on a fait. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est le ressentiment? Alors, j'ai participé en France. J'avais 18 ans. Il y avait au premier regroupement, parce que ce qui s'est passé, c'est que les pieds noirs étant dispersés, ont pris l'habitude de se retrouver tous les ans à un endroit de France pour certains, à un autre endroit pour d'autres, etc. Et moi, j'ai participé 2 fois au rassemblement de ceux qui concernaient ma région. Et c'est clairement là, nous avions été hébergés dans une ferme du Var. Celui qui organisait ça, c'était mon ancien prof de français au collège de Palikao en Algérie, qui était notoirement Front National, qui a été ensuite, qui a participé, je crois d'ailleurs, à la période municipale Front National de Toulon. Et c'est ce gars-là qui organisait ça. Et dans le discours, c'était clairement un discours Algérie française, pure, dure, etc. Avec le substrat de nous avons été trahis. On vous a enlevé quelque chose par traîtrise, si tu veux. Et ça ne pouvait que entraîner une adhésion un peu des gens qui ne savaient pas d'où venait cette histoire. Parce que tout le monde était persuadé qu'il n'y avait rien avant et qu'ils avaient tout fait. Tu vois? Et donc, disons, moi j'ai tout fait. Je prends ma mère, par exemple. Elle est née là-bas déjà. Donc son père avait déjà une histoire. Elle est née. Ensuite, elle se marie. Elle emprunte 2 fois au Crédit Agricole pour pouvoir acheter une ferme, etc. J'en ai pas vraiment parlé de cette façon aussi claire, mais elle ne comprenait pas pourquoi on lui retirait ça. Pour elle, c'est comme si on t'enlevait ta maison, voilà, en te disant ah bah oui, désolé, mais c'est plus chez toi, ça a changé de loi, bah cette maison, elle n'est plus à toi. En fait, ça, c'était facilement chopable. Ces poissons-là étaient facilement captés par l'extrême droite qui voulait régler d'autres comptes aussi. Oui, mais quelque avec les part, Arabes d'un côté, avec De Gaulle de l'autre. Quelque part, est-ce qu'on peut dire quand même que, d'une certaine manière, entre guillemets, ce sont aussi des victimes de la colonisation? Pas au même titre que les colonisés arabes, berbères, etc. Mais d'une autre manière, c'est un peu aussi des victimes, non? Les pieds noirs. En tout cas, c'est ça comme ça. Moi, je pense qu'une partie de toute cette population pieds noirs a été trompée sur la marchandise, a été entraînée dans quelque chose dont elle n'était pas maître du tout, simplement par l'espoir de sortir de la misère. J'ai oublié de te parler un autre truc. La misère d'où ils étaient dans leur région. Et effectivement, ils sont victimes de quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Mais du coup, c'est super dur. En ignorant qu'avant eux, il y avait eu d'autres victimes. Oui. Mais oui.
Mais c'est ça qui est super dur à discuter avec ces personnes-là, avec les personnes du cercle algérianiste, parce que Mm. on sent qu'il y a une douleur, et ça c'est Ah oui, la incontestable. douleur est réelle. Mais il y a tout un pan qu'ils refusent de voir, Oui. qui est malgré tout le rôle qu'ils ont joué malgré eux, ou parfois en Oui. conscience. C'est extrêmement Et, compliqué. et alors, ce qui est encore plus compliqué, c'est que pas tous ont joué le même rôle. Ceux qui ont dirigé quasiment à la fin l'Algérie, même quand il y a eu une tentative d'égaliser un peu les droits, mais il y avait une assemblée moitié-moitié, etc., mais qui voulait rien dire, enfin, pas dire grand-chose, puisque les populations n'étaient pas moitié-moitié. Il y avait un dixième d'Européens et 9 dixièmes d'Algériens. Bon, bref, tout ça, c'était les grands dirigeants, c'était quand même des grands colons, des grandes sociétés, etc. Bon, ça n'a pas changé beaucoup, puisqu'on voit ça encore aujourd'hui. Et tu discutes du coup avec des pieds noirs de ta génération ou des descendants? Est-ce que tu discutes de J'ai ça? échangé avec un cousin qui était resté sur cette base-là, et je lui ai transmis ce que moi j'avais trouvé. Là, enfin, je trouve, mais c'est peut-être parce que c'est ma démarche personnelle, et que quand toi-même tu commences à penser certaines choses, tu t'aperçois qu'il y en a d'autres qui pensent aussi à la même chose. Moi, j'ai une cousine, par exemple, qui fait ses recherches, j'ai une cousine qui vient de me donner des documents, etc. Je pense que la génération d'après, notre génération peut-être, va réfléchir et comprendre ce qui s'est passé. En même temps, les archives sont ouvertes, en même temps, il y a plein de choses qui s'écrivent, en même temps, la violence de la conquête, elle est maintenant certifiée. Tu vois. Et voilà, c'est là, je voudrais, je sais pas, peut-être que... J'ai noté des trucs, j'ai écouté la conférence de ce monsieur Maurice Calmin, qui est un des fondateurs du cercle algérianiste important. Hein. Bon. Alors, il donne comme valeur, j'ai noté, il dit travail, famille, drapeau. Moi, ça m'a fait penser tout de suite, travail, famille, patrie, Pétain. Hein, bon. C'est clair. Ensuite, il dit, deuxième point important pour les valeurs des Français d'Algérie, c'est partage, honneur, respect. Bon, on pourrait discuter le partage avec qui? Est-ce qu'il y a eu partage, y compris entre les pieds noirs, parce qu'il y avait des rivalités énormes entre les gros, les petits, etc. Est-ce qu'il y a eu honneur sur ce que la France a fait en Algérie tout le temps? Ça peut se discuter. Ensuite, il dit oui. Alors, il évoque Camus. Parmi les grands... le roman national algérianiste, bien sûr, Camus. Sauf que Camus, il a été entièrement insulté, menacé de mort, etc., quand il voulait se rendre en Algérie pour essayer de sauver un minimum de coexistence pacifique. Hein. Il y a plein de choses sur ça. Après, il dit les Juifs ont été libérés par la France, mais ils ont été libérés par le décret... Enfin, le décret Crémieux leur a accordé la nationalité française, mais ensuite, Pétain leur a enlevé. Il y a eu des pogroms en Algérie énormes, à Oran notamment, ce qui est assez étonnant, parce que c'était catholique d'origine espagnole contre juifs, voilà. Ensuite, il parle de transmission intergénérationnelle. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on transmet? Il dit on a tous cohabité pendant 132 ans avec des liens d'amitié, de convivialité. C'est en partie vrai. Moi, c'est ce que j'ai vu, mais je sais que c'est dans un petit bout de territoire. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu, y compris dans ma famille aussi. Mais je sais aussi qu'il y a eu des luttes terribles, des assassinats, etc. Je sais par exemple que, en parlant de convivialité, l'OAS a assassiné, avant de quitter l'Algérie, elle a assassiné beaucoup de pieds noirs qui se situaient à gauche, beaucoup de profs, beaucoup d'enseignants, qu'elle a brûlé par exemple les bibliothèques d'Alger et d'Oran, etc., sans aucun respect de la culture française, puisque c'était quand même aussi la culture française qui restait là-bas. Après, surtout, il écrit, c'est ça qui me choquait aussi, il dit les officiers français qui vont atterrir là-bas vont beaucoup écrire sur la découverte de l'Algérie. J'ai pas eu le temps de tout noter, mais il parle d'un beau pays, etc., de quelque chose un peu idyllique, un peu orientaliste, tu vois. Et moi, je vais te lire, si tu veux bien, j'aimerais bien le lire au moins ce que disaient en réalité les officiers sur la conquête de l'Algérie. Après, il dit aussi quels sont les deux objectifs du cercle algérianiste. C'est protester contre l'histoire officielle de la présence française en Algérie. Et là, tu as un retournement complet. C'est-à-dire, l'histoire officielle actuelle, actuelle, ça commence à changer, peut-être, par le travail des historiens, des archives, etc. Mais jusqu'à présent, le roman national français sur l'Algérie, et ce qui est dans les livres d'histoire, j'ai tous les livres d'histoire de mes beaux-parents, et de nous, enfants, ados. Hein. Bon, c'était pas ça, c'était le roman national pur.
On a libéré un pays, on l'a rendu plus beau, etc., ce qui n'est pas complètement faux. Ah, mais là, il parle du côté décolonial d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il dit. Oui, mais lui, il le retourne. Il dit aujourd'hui, on est en train de protester. Il qualifie. Il dit, il proteste contre l'histoire officielle de la présence française dans l'Algérie. Ça, j'ai noté entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un double mensonge. C'est un retournement. C'est un peu la méthode Trump, tu sais. On dit le contraire et tu retournes le truc complètement. Oui, en Nouvelle-Calédonie, les Voilà. colons Alors disent après, ils disent que les Kanaks sont racistes. Voilà. Ce qui continue actuellement en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on retrouve en Cisjordanie, etc. Oui, c'est ça, c'est le retournement du Voilà, du il retourne complètement le truc. Comme si l'histoire officielle que lui prétendait être celle de la France d'aujourd'hui, là, en fait, ce qu'il vise, c'est pas l'histoire officielle de la présente, c'est l'histoire qui se reconstruit aujourd'hui à partir de vrais faits, de documents, d'archives, etc. J'arrive pas à te dire ce que je voudrais te dire, mais tu vois, il retourne complètement le truc. C'est lui qui fait un nouveau roman national. C'est lui qui trahit, enfin, qui retourne la situation. Alors ensuite, il dit transmettre identité. Moi, j'ai noté que dans transmettre identité et histoire, il fait référence à 2 hommes politiques uniquement, Franco et De Villiers. Donc ça situe ces rapports. Mais transmettre quoi? Parce que ça, c'est très intriguant. Et aussi. voilà, transmettre. Parce que des pieds noirs qui, de toute façon, sont condamnés, d'une certaine manière, entre guillemets, à ne plus vivre en Algérie, se transmettent quand même cette nostalgie à leurs enfants. Une des 2 personnes qu'on a interviewées, certes, qui clairement n'est pas née en Algérie. Elle est née en France. Ouais. Mais elle a cette transmission de ses parents, de cette douleur, de ce ressentiment, de ce sentiment de trahison. Et du coup, c'est pour transmettre quoi? C'est quoi le projet? Enfin, on peut pas être pied noir éternellement. Enfin, c'est pas possible. Non, mais on peut essayer de vivre politiquement en exploitant la tristesse, la nostalgie des gens, de façon à continuer à se les accaparer d'une certaine façon. Je pense ce que fait le Front National à Perpignan, par exemple, un monument pour un officier qui a tenté d'exécuter De Gaulle, etc., publiquement, je veux dire, ça pas, il se cache de rien, tu vois. Et donc ça récupère toute cette douleur de la perte, cette nostalgie, ça la récupère, mais on ne sait rien de qu'est-ce qui s'est passé. Moi, c'est justement le travail que j'essaye de faire sur moi-même, sur ma propre famille, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Et qu'est-ce qu'a fait la France pour que ça arrive de cette façon-là. Voilà. C'est la violence qui se retourne. Moi, j'ai une dernière question. Oui. Comment ça se fait qu'un enfant qui naît dans une famille colon et apparemment raciste, ce que tu disais toi-même, Oui. comment ça se fait raciste, oui. Alors, pas de pratique, parce que moi, je peux te dire, ma famille, moi, je mangeais sous les tentes autour de la ferme de mes parents. Je mangeais dans les maisons parce qu'il y avait aussi des paysans arabes qui étaient riches, hein, qui avaient des propriétés plus grandes que celles de mes parents, par exemple. Hein, ça existait. Donc ça, j'ai des souvenirs très précis de toutes ces fêtes communes. Mais alors, comment te dire? C'est compliqué. En même temps, j'ai un oncle. J'ai été élevé pour aller à l'école dans une famille dont mon oncle, l'époux d'une sœur de ma mère, qui lui était militant CGT, qui avait été cheminot, qui était donc probablement, parce que j'en ai jamais directement parlé avec lui, plutôt côté indépendance, compréhension de l'injustice sociale, mais qui, par exemple, lui, né en France, refusait de manger de la nourriture chez les Arabes. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, il y a eu des tas de choses. Mais tes parents, ils ont vécu comment, du coup, le départ, le fait que les Algériens se révoltaient? Est-ce qu'ils étaient révoltés par la révolte comme on peut l'être en Nouvelle-Calédonie, par exemple? Les gens sont ulcérés là-bas quand les Kanaks se révoltent, alors que c'est légitime. Est-ce que c'était un peu pareil avec tes parents? J'ai jamais vraiment évoqué ça avec mes parents. Je peux pas parler pour eux. Je crois qu'ils ont rien compris. Enfin, ils n'ont pas compris dans quoi ils s'étaient engagés sans le savoir, et on les avait engagés sans tout leur dire. Je suis sûr que si aujourd'hui je lisais, je veux te le lire, même si tu coupes, je m'en fous, hein, c'est pas le problème, mais je veux te lire, j'ai récolté quand même dans de vrais documents, dans de vrais livres qu'ils ont écrits, notamment dans le bouquin de Bugeaud. Alors, ce que pense Bugeaud des colons, alors que Bugeaud, c'est l'idole des colons, hein. Bugeaud écrit « Et il faut pour coloniser une population guerrière, habituée aux travaux des champs, organisée à peu près comme le sont les tribus arabes, cultivant et défendant le sol. » Entre parenthèses là, il dit que les Arabes cultivaient et défendaient leur sol.
incidemment. Hein. Bon. On ne saurait espérer cela de cette partie des populations d'Europe qui fuient en Afrique la misère qui les accable dans leur pays. Si ces hommes sont pauvres, c'est ordinairement parce qu'ils sont paresseux ou vicieux. Ce n'est donc pas là qu'on peut trouver le colon brave et vigoureux qu'il faut. Seuls les soldats libérés pourront vous offrir la base de population européenne. Ensuite, il dit, il faut des colons que vous placerez dans les situations les plus favorables. Pour les avoir, il faut leur faire un appel séduisant. Sans cela, vous ne les aurez pas. Il faut qu'une ordonnance royale leur promette des terres dans la meilleure situation. Tlemcen, Mascara, partout où il y aura de bonnes terres de bonnes eaux et des terres fertiles. C'est là qu'il faut placer les colons, sans s'informer à qui appartiennent les terres. Il faut les leur distribuer en toute propriété. Point. Ça, c'est la version douce. La version sur les Juifs, par exemple, hein, soi-disant que la France avait libéré les Juifs. Voilà ce que dit Bugeaud. Alors, j'ai pas tout mis, parce que j'ai réussi à trouver le livre original, une édition de l'époque. Ce qui a le plus contribué à nous faire d'échouer dans l'opinion des Arabes, c'est de traiter d'égal à égal avec les Juifs, peuple méprisé et fort digne de l'être en Afrique. Car il est impossible d'imaginer, sans l'avoir vu, jusqu'à quel point d'abjection, de fourberie, de rapacité est descendu dans la régence cette fraction de la nation israélite. Il eût été bien sage de l'expulser de nos villes dès notre entrée en Afrique. Ce serait encore sage aujourd'hui, selon moi. Il dit la même chose pour la France, en disant, à la limite, on les indemnise, mais qu'ils dégagent. Donc on est loin de la version idyllique, voilà. Et le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national monte au créneau pour défendre les Juifs. Oui, voilà. En traitant Mélenchon d'antisémite, etc. Et je te dis que j'ai pas mis le plus cru, parce que quand j'ai commencé ça, c'était pour le proposer à des amis. Je savais pas trop dans l'association, il y avait toutes sortes de gens. C'était pas une association de pieds noirs. Hein. C'est des anciens profs du lycée de là où on est revenu. Par exemple, alors sur la conquête, quand il dit ouais, on a apporté, etc. C'est peu de traverser les montagnes et de battre une ou deux fois les montagnards. Pour les réduire, il faut attaquer leurs intérêts. On ne peut y parvenir en passant comme un trait. Il faut s'approfondir sur le territoire de chaque tribu. Il faut s'arranger de manière à avoir assez de vivres pour y rester le temps nécessaire pour détruire les villages, couper les arbres fruitiers, brûler ou arracher les récoltes, vider les silos, fouiller les ravins, les roches, les grottes pour y saisir les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et le mobilier. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut faire capituler ces fiers montagnards. Le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs, aller tous les ans leur brûler les récoltes ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Si ces gredins se retirent dans des cavernes, y mettez Cavagnac au Sébat, fumez-les à outrance comme des renards. Et ça, il y a pire, je peux te dire pire que ça, Saint-Arnaud, etc., qui ont du même acabit. C'est eux qui ont assassiné au début. La conquête, on payait des soldats au rapport de nombre d'oreilles, voire de têtes coupées. Et on faisait des allées de têtes coupées d'Algériens qu'on avait éliminés en rasant le village. Ouais, et les fumées dans les grottes. Ça, mes parents l'ont jamais su, je pense. Ouais. Tu vois, même moi, je l'ai jamais su. Je le sais maintenant. Et fumer dans les grottes, j'avais déjà entendu parler. Les enfumades. J'avais entendu parler de cette histoire, oui. Et finalement, c'est une prémisse quelque part. Enfin, un historien disait ça, que c'était une prémisse quelque part des chambres à gaz. Oui, d'une certaine façon, c'est une chambre à gaz. On met les populations entièrement dans une grotte et on les gaze. Oui, voilà. Hein. Et les gens s'en revendiquent. Il y en a un qui dit, j'ai fait ça, c'est pour... Attends. C'est Saint-Arnaud. Hein. C'est Saint-Arnaud, c'est celui qui va aider Louis-Napoléon à faire son coup d'État en 1951. Lui, il fait un compte-rendu jour par jour. Il est lieutenant en 31, c'est-à-dire au début de la conquête. Il est maréchal de France en 52, c'est-à-dire une fois qu'il a bien montré ses capacités, il devient maréchal de France. Il écrit donc son truc tous les jours et il l'envoie à son frangin au fur et à mesure. Et il dit, 11 octobre 1842, nous tirons peu de coups de fusil, nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. 15 août 1845, 500 Algériens s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Ils refusent de se rendre. J'ordonne à mes soldats de les emmurer vivants. Je fais boucher hermétiquement toutes les issues. Je fais un vaste cimetière. Point de suspension. Personne que moi ne sait qu'il y a là-dessous la terre, 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Ma conscience ne me reproche rien. Bon, extrait, hein. Et je te dis, il y en a d'autres, avec les histoires d'oreilles, etc. C'est incroyable de dire « ma conscience ne me reproche rien ». Ah, sa conscience ne me reproche rien. C'est le contraire qu'il est en train de dire, en fait. S'il dit ça, c'est pas pour rien, c'est qu'il se pose des questions. Oui, oui. Le même, dans la revue où j'ai trouvé cette citation-là,
il avait eu en France il avait nagé dans des eaux très 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 très, très troubles, voire assassinat, argent, etc. Et il est parti dans l'armée pour se faire refaire une santé. Voilà. Mais je ne l'ai pas mis dans l'article. Et donc, dernière question Oui. de tout à l'heure, c'est l'enfant qui grandit dans une famille qui est même de gauche mais raciste, Oui. lui ne l'est pas. C'est quoi? C'est un miracle? Non, c'est pas un miracle. Je pense que c'est l'étude, la réflexion, enfin, c'est l'éducation. C'est avoir lu, lire, comprendre, vouloir comprendre, c'est l'humanité. Je ne sais pas comment te détruire, moi je ne peux pas te dire pourquoi j'en suis arrivé là. Donc, moi personnellement, j'ai jamais eu le sentiment de faire différence. Et pourtant, je peux te dire que par exemple le slogan Algérie française, il m'émoussait, gamin. Quand il y avait une radio pirate de l'OAS qui disait aux pieds noirs, on va vous défendre, on va défendre vos propriétés, l'État vous a trahi, etc., etc. Je crois que j'y adhérais. Enfin, je me vois pas me dire, mais ces types sont fous. J'avais pas conscience de ça. Quand je suis arrivé, je vais tout te dire, même ma femme ne le sait pas, quand je suis arrivé par exemple en France, j'étais hébergé dans un bout de la famille à Brignoles, dans le Var. Euh, les journaux vers lesquels je suis allé, c'était Minute. Je lisais Minute, parce que c'était des noms OAS, et puis je ne sais plus comment ils s'appelaient, là, des officiers, etc., qui me rappelaient ce que j'avais entendu. C'est que petit à petit, qu'en réfléchissant, qu'en lisant, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais tu n'étais pas raciste. Mais au fond, je ne l'étais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux accéder à certaines choses, certaines réalités, quoi. Mais je sais pas comment te dire. Ben non, mais c'est une vraie C'est question. difficile à te dire. Pourquoi ma mère, traitée d'espagnole, la partie de la famille qui était la plus proche de nous? Pourquoi elle disait les Arabes alors qu'elle voulait une petite fille algérienne? Pourquoi Comment c'est possible? Mais moi, je pense à autre chose, alors rien à voir. Hein. Après, il y a tout ça derrière, tous ces bouquins, tous ces... Oui, oui, mais moi, c'est l'enfant qui m'intéresse. Oui. Parce qu'au Rwanda, alors c'est un autre problème, hein, mais au Rwanda, donc génocide de deux ethnies, entre guillemets, qui se Oui. détruisent, Oui, il y a eu ce qu'on a appelé des justes, et ils étaient très peu nombreux, oui, souvent dans les milieux religieux, mais pas que, des gens qui ont caché des gens de l'ethnie opposée, parce qu'ils voulaient juste s'opposer à cette manque d'humanité qui était ce massacre, ce génocide et tout ça. Mais ils étaient très peu nombreux. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens comme ça oui. qui ne tombent pas dans le panneau? Une conscience morale, personnelle, je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse à ça, je crois. Je ne sais pas comment t'expliquer. Alors après, dans l'article, je fais référence, si tu l'as lu, celui sur Mediapart, qui a eu ça me fait penser un peu à ce que tu dis. Par exemple, mon père fait quasiment faillite à la ferme. Quand il revient de la guerre, etc., ils ont tellement emprunté qu'ils n'arrivent plus. Et mon père s'est laissé aller, alcool, boisson, tabac, etc. Donc, santé difficile. Ça, je ne sais pas encore dans quelles conditions. C'est lui qui quitte la ferme. Mes frères prennent la suite, mon frère aîné surtout, qui avait fait quelques études. Et mon père s'engage dans l'armée. Ça va pas durer longtemps parce qu'il va mourir très vite. Ça dure à peu près 1 an et demi. Il s'engage dans l'armée en tant qu'interprète. Je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. Connaissant la bonté de l'être qu'était mon père, que j'ai pas vraiment connu mais que j'ai senti, ça m'étonnerait qu'il ait participé à des interrogatoires, mais je peux pas dire le contraire. Mais je crois que non. Il était venu dans le village, la seule fois où je l'ai vu militaire, tout à fait à la fin, c'était dans le village de la ferme de mes parents, à côté de la ferme donc, où nous étions rabattus pour être préservés. Il venait faire de la propagande pour une élection, je sais pas, peut-être c'était les premiers référendums, je sais plus exactement. Bref, c'est l'image que j'ai, moi, floue de ça. Et je m'éloigne de ce que je voulais Oui, voilà. À au moment où il est militaire, à Frenda, dans le village d'à côté, donc, est arrêté par l'armée française suite à une attaque contre les colons. Est arrêté un jeune Algérien qui est le fils du propriétaire
algériens à côté de notre ferme. Et je sais que mon père a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il a pu, pour le faire libérer. Tout en sachant que peut-être, voilà. J'ai même souvenir où cette famille nous a invités chez elle, et j'ai, moi, récupéré dans ma famille un petit tapis qu'il nous a offert pour remercier mon père de cette chose-là. Tu vois, donc dans ce sens, il s'est passé des choses. Dans l'autre sens, au moment où mes parents ont quitté la ferme et ont été obligés d'habiter au village, dans deux petits boui-boui, nous d'un côté, la famille algérienne à côté de nous dans la même cour, mes frères allaient quand même travailler. Ils allaient travailler à leur risque et péril, puisque c'était dangereux. L'armée leur avait fourni un fusil Lebel. C'est le genre de fusil de la guerre 14, il tire un coup, il te casse l'épaule, et puis il faut que... Bon, donc c'est le truc totalement inutilisable. Mais enfin, ils avaient ça comme seule défense. Et ils allaient tous les matins à la ferme, travailler et rentrer le soir. À la ferme vivait encore le couple d'Algériens, ils étaient restés à la ferme. Ils avaient gardé leur khaïma à la ferme, ils restaient travailler avec mes frères. Mes frères s'approchent de la ferme et ils voient le papa, donc Morsli, au bord de la route, un petit peu avant la ferme, 500 mètres avant la ferme, et qui leur fait... Il leur fait ça. Partez. C'est-à-dire qu'après, on a su que le FLN attendait dans la ferme et que si mes frères étaient rentrés, probablement ils auraient été éliminés. Parce que parmi les gens qu'il fallait éliminer, il fallait éliminer ceux qui étaient les plus racistes, je pense. Logique, un peu ce qu'ont fait la résistance française. Et il fallait aussi éliminer ceux qui peut-être, je pense, avaient une image moins marquée, étaient plus humains et avaient vécu avec eux. Et ça, c'était aussi une guerre psychologique pour faire en sorte que tout le monde dégage. Tu vois ? Voilà. Tu vois, c'est compliqué. Et je sais que la vie de mes frères a probablement été sauvée ce jour-là par le papa, qui a été ensuite battu par le FLN. Ils n'ont pas osé le toucher parce qu'il était Hajj, il était allé à la Mecque, etc. Donc c'était un vieux monsieur à cette époque-là, encore. C'est des petits bouts comme ça que j'ai. Ils l'ont battu ou ils l'ont pas... Battu, oui. Ils n'ont pas osé le tuer, tu veux Ils dire. n'ont pas osé le tuer. Parce que je pense que celui qui a été élevé avec moi, Bel Morsli, que je considère comme mon frère, d'une certaine façon, vraiment mon frère, on a été élevé au sein de ça, je l'ai dit dans le texte, hein, ma mère voulait absolument des enfants, mais elle en était incapable. Quand mon père est revenu de la guerre, ils ont essayé d'en faire un. Je trouve que ça a été moi, mais elle n'a pas pu me nourrir. Et donc, en même temps, naît Morsli, Bel Morsli, le fils donc, de ce couple, et j'ai été élevé au sein par cette maman en même temps que ce garçon. Donc, là, il est décédé malheureusement. On a eu des liens très proches et on s'est retrouvés en Algérie. J'ai des photos. Il est venu même en France à l'époque où c'était possible. Donc, tu vois, il y avait des liens très très forts en même temps qu'il y avait ce gros truc énorme d'une guerre de libération justifiée totalement, avec aussi des assassinats horribles, ça c'est sûr, évidemment, hein, mais bon là, il y avait eu des assassinats horribles avant. En même temps qu'il y avait ça, il y avait aussi d'autres choses. Et c'est ça, si tu veux, qui a été gâché par l'incompétence des deux pays, des deux gouvernements. Le FLN qui voulait, ils se sont d'ailleurs très vite battus entre eux, puisqu'il y avait une guerre entre les généraux de l'extérieur et ceux de l'intérieur, résistance extérieure, résistance intérieure. Bon, enfin bref, pour dire que il y a eu un gâchis humain. Voilà, je crois que c'est ça que moi me touche, tu vois. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci Jean-Louis. Ouais, il y a plein de choses que je t'ai pas dites, oui. mais voilà, je transmettrai à mes enfants. Au revoir. Au revoir. Au revoir.